Bonsoir à tous. Donc, je souhaite vous présenter une sélection d'armes anciennes des collections du musée de Guéret, une douzaine, accompagnée de 12 morceaux de musique. On peut un petit peu s'étonner, cette association des armes à feu, des armes de guerre, avec la musique qui adoucit les mœurs, élève l'âme. Mais si on regarde un petit peu l'histoire, les deux sont associés un petit peu comme Eros et Thanatos. Les champs de bataille sont ponctués de cris, de détonation des armes à feu, puisque c'est un peu le fil conducteur, c'est la détonation, le bruit des armes, qui est très important, et qui est accompagné sur les champs de bataille de musique militaire. Notamment, on utilisait les tambours, les trompettes pour donner des ordres, diriger les troupes. Donc, finalement, on se retrouvait sur le champ de bataille avec une sorte de concert un peu martial, évidemment, et même au XVIIe, XVIIIe siècle, des dérives qui vont jusqu'à jouer du hautbois sur les champs de bataille. Tout ça a été un petit peu réglementé parce que ça allait trop loin. Les officiers qui possédaient leurs musiciens attitrés pour un petit peu égayer la messe des officiers et les soirées entre officiers. Donc finalement, un lien très fort entre armes à feu et musique. Et notamment, j'ai envie de parler de cette anecdote. À la Révolution, au moment de la Convention, les régiments de musique militaire sont supprimés. Et ces joueurs d'instruments vont fonder l'école gratuite de musique de Paris, qui deviendra le conservatoire. Et finalement, on voit ce lien qui se crée, et les conservatoires qui sont au XIXe siècle et aujourd'hui multipliés, créés partout pour que l'apprentissage de la musique soit à la portée de tous. Donc, je voudrais vous faire un petit point sur la réglementation, parce que c'est toujours important, sur les catégories d'armes, puisque les armes anciennes que je vais vous présenter sont des armes de catégorie D, des armes de poudre noire, qui sont finalement en vente libre pour les majeurs, et qu'on peut acheter librement. Finalement, il ne faut pas avoir peur tant que ça des armes à feu. Vous avez les catégories A qui sont les armes militaires, automatiques notamment, qui sont interdites à l'acquisition. Mais par contre, si cette même arme, par exemple Kalachnikov, est en semi-automatique, bloquée en semi-automatique, elle devient une arme de catégorie B que l'on peut détenir, tout comme les armes de poing, à condition d'être tireur sportif et d'avoir une autorisation préfectorale. Donc tout ça pour dire que voilà, les armes à feu, ça n'est pas interdit, c'est juste réglementé. Et la catégorie C, qui est la plus commune, ce sont les armes de chasse et les armes longues, notamment les carabines à verrou. Donc ce qui nous intéresse, c'est les armes à poudre noire, donc catégorie D. Il ne faut pas en avoir peur, c'est des armes en vente libre qui s'achètent notamment par des collectionneurs. Et j'aimerais remercier M. Cresson qui est là ce soir et qui m'a aidé pour monter cette conférence et qui m'a guidé grâce à sa très grande sagesse et ses connaissances sur les armes à feu. Et donc, voilà, de nombreux collectionneurs, mais aussi des armes qui se retrouvent dans des musées et qui sont des collections de musées au même titre que les sculptures ou les peintures. Et c'est vrai que cette collection d'armes à feu avait été un petit peu remisée au musée de Guéret. Je voudrais parler donc de ces collections. La première, c'est évidemment le musée de l'armée aux Invalides, la plus grande, la plus importante, la plus ancienne. À noter la deuxième, le musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, manufacture d'armes royales, puis impériales, puis nationales, puis lieu de production d'armes de chasse de la manufacture de Saint-Étienne, la fameuse Manu France. Et en Limousin, nous avons la troisième collection à Tulle, qui est plutôt une collection d'armes contemporaines, on va dire d'une collection d'usines, mais pas forcément d'armes très anciennes, sauf quelques dépôts du musée de l'armée. Alors il y a même des armes qui sont protégées au titre des monuments historiques, puisqu'on protège des monuments, mais aussi des objets. Et on a quelques exemples, mais qui ne sont pas très nombreux, de pistolets qui ont été classés monuments historiques, alors volés. Ça montre un petit peu l'intérêt des collectionneurs et du marché pour les armes à feu anciennes, de la collection. Au château d'Abadia, au Pays Basque aussi, on a un fusil oriental qui est classé monument historique. Et puis chez nous, on a le canon des Ostensions. Alors là, on est plus dans la catégorie de l'artillerie. Moi, je vais me cantonner
aux armes d'épaule, aux armes de poing, aux armes portables. Alors le musée de Guéret, finalement, possède des armes à feu depuis sa création, grâce à la Société des sciences naturelles, donc créée en 1830, et tout de suite la constitution de collection et la création d'un musée qui devient municipal. J'aimerais vous lire un extrait d'une circulaire adressée aux membres le 8 mai 1833. Il vient de se former à Guéret une société ayant pour but spécial la propagation des sciences naturelles, la recherche et la conservation de nos richesses archéologiques. Et sous les auspices de cette société, on s'occupe en ce moment de créer un cabinet d'histoire naturelle et d'antiquité. Et ensuite, il est demandé un don aux membres. Si vous possédiez actuellement, ou si par la suite il vous arrivait de recueillir quelques productions de l'un des règnes de la nature, tels que quadrupèdes, oiseaux, végétaux, échantillons de minéraux, etc., ou bien des monuments des anciens âges, comme médailles, vases, urnes, armes, inscriptions manuscrites susceptibles de figurer dans notre collection, nous vous supplierions de bien vouloir en enrichir, soit à titre de don ou hommage, soit par voie d'échange, etc. Donc on voit comment, finalement, dès la création du musée de Guéret, les armes sont un petit peu dans l'ADN du musée, font partie des toutes premières collections, et aujourd'hui le musée en compte une centaine. Et ici vous avez donc une carte postale fameuse de la salle des tapisseries des Émaux, du musée, quand il se trouvait dans l'ancien hôtel de ville, au niveau du présidial. C'est à ce moment-là, en plus, qu'il y a eu 2 vols rocambolesques sur les Émaux. Et alors, si on pouvait pivoter un petit peu l'appareil photo de l'époque, on pourrait voir la salle des armes, des armures, des armes blanches, qui a été installée dans ce qui est aujourd'hui la salle des Émaux, dans le musée de la sénatorie de la Providence, dans le bâtiment de la Providence. Il y avait une très grande vitrine avec les armes anciennes, les armes blanches et les armures. Et au centre, on reconnaît un très grand fusil de rempart, que je n'ai pas pu amener car il est trop volumineux, mais qui fait partie des pièces importantes du musée de Guéret. Alors ensuite, cette salle a laissé place à la salle des Émaux. Les armes se sont retrouvées au niveau du vestibule. On retrouve ce fusil de rempart avec une misographie dépouillée, des bottes de postillon, un mortier. Et enfin, le dernier état connu, la même vitrine, mais qui est un petit peu plus dépouillée, qui est plus au goût du jour, avec une lecture plus claire, mais toujours ce fusil de rempart. Et dans les années 2000, les armes sont remisées. Et vous savez qu'actuellement, le musée est fermé, car il va subir des travaux avec un agrandissement qui lui permettra d'avoir de nouvelles réserves. Et cela va libérer des places, et on espère permettre d'exposer au moins une sélection d'armes, et d'armes blanches anciennes, voire d'armures. Alors, ce qui est très important, c'est la poudre noire. On va faire un petit focus dessus, puisqu'il n'y a pas d'arme à feu sans poudre noire. Bon, les origines, je ne vais pas aller dans le détail, mais invention chinoise, époque médiévale, arrive en Orient et chez nous, en Occident, au XIIIe, XIVe siècle, et a un vrai impact dans la guerre à partir du XVe siècle, avec notamment l'artillerie, des canons, qui rendent obsolètes toutes ces forteresses magnifiques en pierre de taille qu'on avait édifiées partout en France, et une nouvelle façon de faire la guerre. Alors plusieurs types de poudre noire, c'est vraiment une industrie complexe. On voit la taille du grain qui diffère, et tout ça qui est géré par la manufacture de poudre qui assemble les éléments. Alors 3 ingrédients, du salpêtre, du soufre et du charbon de bois. Alors le salpêtre, 75%, ça varie les quantités en fonction du type de poudre noire qu'on veut. Le salpêtre, c'est vraiment l'élément majeur, celui dont on a le plus besoin, et ça devient finalement un ingrédient aussi important que le pétrole aujourd'hui. Donc avec un besoin d'importer ou de produire du salpêtre. Alors il y a plusieurs moyens. Le plus simple, c'est de gratter les caves. Mais bon, ça veut dire qu'il faut aller chez les gens. C'est pas terrible. Donc on peut gratter les murs. Après, on raffine ce salpêtre en le lavant. Et avec plusieurs procédés chimiques, on le raffine. Donc ça, c'est la technique naturelle. On récolte la poudre de salpêtre, les efflorescences de salpêtre sur les murs. Et sinon, les manières artificielles,
qu'il s'agit en fait de trouver de la terre à salpêtre, de la terre à nitre, et de la laver pour en extraire les nitrates de potassium dans l'eau, et après, par succession de lavage, de raffinage, on concentre ce salpêtre. Et alors, la terre à salpêtre, généralement, c'est là où il y a beaucoup de matière organique, donc autour des églises, parce que souvent il y a des cimetières. Donc la terre au niveau des églises, et pendant la Révolution, eh ben, on a réquisitionné ces églises pour récupérer la terre à salpêtre, ou au niveau des écuries, des étables. Et l'autre technique, qui est un peu plus longue, donc qui n'est pas très utile en temps de guerre ou d'urgence, c'est de mélanger de la paille avec de l'urine et on remue tout ça. Donc c'est un procédé qui est assez sûr mais qui est plutôt long. Donc voilà, le salpêtre qui est un élément essentiel. Alors le soufre qui n'est pas évident non plus, qu'on peut trouver quasiment pur en Sicile dans les volcans de l'Etna, mais qu'il faut raffiner et qui a été une sorte de monopole italien pour le roi de Sicile qui en tirait de grandes ressources. Tellement, enfin, il était tellement vite que, à force d'y mettre des impôts, ben, les chimistes de l'époque, surtout au moment de la Révolution, ont trouvé des moyens de tirer le soufre des pyrites, pyrites de fer, pyrites de cuivre, pour s'approvisionner en soufre. Donc ça posait moins de problèmes que le salpêtre. Et le charbon de bois, aucune difficulté. Par contre, là, pour avoir une bonne qualité de poudre noire, il fallait utiliser le bon bois. Enfin voilà, il y a toute une industrie assez poussée sur la création de la poudre noire. On voit ici donc un arquebusier qui tire, et on voit tout de suite que voilà, la poudre noire dégage beaucoup de fumée. Et en fait, c'est la combustion donc, qui est rapide, qui permet de transformer la matière solide en gaz. Donc cette pression va projeter une balle dans le canon. Et il faut donc doser sa poudre, connaître sa qualité pour éviter que le canon explose à la figure et qu'on soit blessé, et avoir un tir régulier. Et le problème, c'est que la combustion est incomplète avec la poudre noire, et qu'une bonne partie n'est pas convertie en gaz, mais en résidu, et ce qui fait que on ne peut pas tirer une arme à poudre noire à l'infini, elle va s'encrasser forcément. Et en plus, là, on voit le problème avec cette personne là qui ferme les yeux, la création d'éclats, donc l'impossibilité de viser précisément, comme avec les armes d'aujourd'hui. Donc ce dégagement de fumée important, on imagine sur un champ de bataille, une bataille type napoléonienne où tous les soldats sont en ligne, mettent en joue, alors il suffisait de tirer 2 fois, on voyait un petit peu comme les manifs de Gilets jaunes, quoi. Grosse confusion, et donc les uniformes étaient importants. Le côté bariolé, coloré des uniformes, c'était aussi pour se repérer, parce qu'il faut imaginer que sur un champ de bataille, c'était la confusion. On tirait ces 15-30 cartouches, et après, il fallait combat de mêlée, on finissait au sabre, à la baïonnette. Il fallait savoir un peu où on va, où on allait, d'où l'intérêt des trompettes, des tambours, pour un petit peu cadencer toutes ces manœuvres. Et alors là, par rapport à la poudre noire, là, c'est un petit pistolet éprouvette amusant qui se trouve dans les collections du musée de Brive-la-Gaillarde, qui servait à éprouver la poudre, voilà, puisque on pouvait la fabriquer soi-même ou l'acheter, mais la qualité était un peu inconsistante. Et donc, cet instrument qui ressemble à un pistolet, vous imaginez que dans la cheminée, on met une dose constante de poudre noire, on amorce, on tire. Bon, je vais expliquer un petit peu comment fonctionne l'arme à silex après. Et en fonction de la pression des gaz, la roue crantée va plus ou moins s'ouvrir. Et donc, à partir de là, on peut déterminer la vivacité de la poudre. Alors, les militaires utilisaient une sorte de petit mortier dirigé à 45 degrés. C'est un peu plus précis. En fonction de l'éloignement du boulet, on pouvait déterminer la vivacité de la poudre. Alors, avec les armes à feu, donc cette poudre noire était contenue dans des poires à poudre. Donc ici, vous avez des exemples du musée de l'armée, plutôt type chasse, des objets un peu aristocratiques, très ornés. Donc en haut, la poudre de chasse ou poudre de guerre, et en bas, des plus petits récipients, plus fins, le pulvérin, donc qui est vraiment la poudre noire la plus fine possible, qu'on ne pouvait pas utiliser telle quelle, puisqu'elle avait l'inconvénient, en cas du moindre choc, de s'allumer toute seule.
donc on l'a conservé en petite dose, et ça servait juste à amorcer l'arme pour mettre le feu au canon, où on avait une poudre plus graineuse dans l'arme. Donc voilà, des petites poires à poudre de pulvérane. Et tout ça, donc un petit peu pour finir le chapitre de la poudre noire, pour vous parler de l'importance et de l'action de Lavoisier, le père de la chimie moderne, qui, on l'oublie, mais avait comme charge la régie des poudres et salpêtres à l'Arsenal, à la côté de la Bastille, à Paris, et la Bastille qui fut un temps un cabinet des armes. Donc tout ça pour parler voilà, des travaux de Lavoisier, qui a découvert l'oxygène, travaillé sur la combustion, mais finalement c'est lié à ce travail sur la chimie, du salpêtre, du raffinage, d'avoir de la poudre noire la plus pure et la plus constante possible. Donc voilà l'importance aussi de toute cette histoire. Et un petit peu une relecture aussi du mythe révolutionnaire de la prise de la Bastille, pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé ce 14 juillet. Donc une foule en colère, on dit 30 000, 40 000 personnes, selon les manifestants, selon la préfecture de l'époque, je ne sais pas trop, mais qui se dirige au petit matin à l'hôtel des Invalides, pour y prendre des armes. Donc quelques milliers d'armes sont saisies par les révolutionnaires qui veulent s'armer, donc c'est pas terrible pour le pouvoir royal. Mais voilà, ces armes sont toutes seules, sans munitions, sans poudre noire. Et il se dit que, évidemment, on sait qu'il y a la régie des poudres, qu'on conserve des armes et des munitions et des poudres à la Bastille, qui est aussi une prison, mais de façon plus ou moins marginale, parce que c'est aussi une garnison. Et donc, la régie des poudres qui met en sûreté 250 barils de poudre noire à la Bastille, et c'est la raison pour laquelle les révolutionnaires s'y rendent pour récupérer ces munitions et cette poudre noire. Et après, on sait ce qui s'est passé. Alors maintenant, interlude musical à ce sujet. Alors ça finit un petit peu mal pour ce pauvre Lavoisier, puisqu'il est égalisé, il est guillotiné pour avoir été fermier général. Donc voilà, comme tous, malgré son génie et le potentiel qu'il pouvait apporter à la nation, il a malheureusement été tué. Alors les armes à feu. Donc je parlais du XVe siècle où voilà, il y a vraiment, on commence à avoir ces armes à feu qui viennent notamment par rapport à l'artillerie, hein, parce qu'en faisant un siège d'un château, ça permet d'abattre les remparts, les puissantes tours, finalement, qui ne résistent plus. Alors on a des canons qui sont très lourds, et un début d'armes portables. Ici, on voit un chevalier avec un canon qui est entre l'artillerie, le fusil, et un système très simple, hein, c'est un tube en métal, avec une lumière, un trou, et la mise à feu qui se fait avec un tison chauffé au rouge. Donc ça nécessite d'avoir un petit brasero, et on voit que ce brave artilleur est encore protégé par une armure médiévale. Et finalement, l'inconvénient des armes à feu, tout comme les arbalètes, c'est que ça traverse les armures, et finalement, on va voir disparaître, c'est la fin des châteaux forts, comme on les connaissait au Moyen-Âge, et aussi des armures en métal. Et donc, début du XVIe siècle, voilà, généralisation des armes à feu. François Ier le voit lors de la défaite de la bataille de Pavie, où la cavalerie française, malgré toute sa noblesse et son panache, s'est fait laminer par de pauvres arquebusiers. Finalement, voilà, il commence à y avoir des troupes d'arquebusiers, puis de mousquetaires dans les armées. Alors tout ça, c'est fait de façon assez progressive, hein, avec voilà, le début des arquebuses et ensuite des mousquets. Alors, on ne voit pas très bien, mais on a un intéressant exemple de bâton de feu, donc d'armes à feu médiévales, au musée de Brive-la-Gaillarde, provenant du château de Pompadour. C'est un simple tube en métal forgé avec une lumière, alors qui pouvait être monté sur une crosse ou avec un système pour le tenir, je ne sais pas trop. Et alors là, on va passer à notre première arme, avec le mousquet à mèche, qui est l'arme à feu la plus simple, la plus primitive, mais qui a duré un certain temps.
Donc on a toujours notre canon qui est monté sur une crosse, donc ça permet une préhension d'épauler l'arme, et avec une platine à mèche qui est montée, et on voit, pas très bien, cette fameuse lumière ici. Et alors, donc, le bassinet, il n'y a pas de couvre-bassinet étrangement, mais généralement on amorçait l'arme, on mettait le pulvérin dans ce bassinet, on fermait le couvre-bassinet et on mettait la poudre dans l'arme. Et surtout, il y avait l'utilisation d'une mèche à combustion lente, la mèche dont le feu se trouvait aux deux extrémités, comme ça, si l'une s'éteignait, on avait toujours la chance d'avoir l'autre. Donc une arme un petit peu incommode, avec une très grande queue de détente, et donc dont l'action fait que le serpentin qui tient la mèche descend progressivement dans le bassinet. Donc on imagine, hein, met le feu au pulvérin qui communique à la chambre, à l'intérieur du canon, et le coup part. Alors on a une très belle arme de la fin du XVIe siècle, avec un bois incrusté d'ivoire. Voilà, donc certainement une arme aristocratique de chasse qui rappelle les ornementations qu'on a dans le mobilier de l'époque, notamment dans les cabinets précieux. Donc pas forcément une arme de guerre basique, mais une belle arme. Alors malheureusement, le serpentin est abîmé. Il faut imaginer deux parties assez fines qui se resserrent grâce à une petite vis. Et donc c'est un élément, on voit, qui peut être fragile. Une arme aussi qui est déséquilibrée, avec un canon qui est assez lourd et assez long, et d'où l'intérêt pour les arquebuses, qui, contrairement aux mousquets, sont plus lourdes et plus longues, l'utilisation d'une fourquine, d'une fourche, pour tirer. Et donc là, on voit un petit peu voilà, l'introduction des armes à feu, et un petit peu la parenté avec les arbalètes, qui étaient un petit peu déconsidérées comme armes, car pas assez chevaleresque, contrairement à une épée où on se bat à la loyale. Là, l'arbalète, pas besoin d'avoir beaucoup de dextérité par rapport à un archer, et l'inconvénient c'est qu'on pouvait tuer un noble qui était protégé par son armure. Donc, une arme un petit peu déconsidérée, mais fortement utile. Et donc voilà, on peut voir ce même système avec la queue de détente, donc une parenté certaine. Donc voilà, un petit focus sur le système de la platine à mèche, hein, qui est très simple. Donc la queue de détente sur laquelle s'appuie un ressort, qui communique avec une canne pour descendre progressivement le serpentin. Et là, en H, on voit bien le couvre-bassinet qui est présent. Et là, un manuel des gravures qui montre un petit peu l'utilisation du mousquet, ou qu'on pourrait appeler arquebuse, parce qu'on a une fourquine. Donc là, on voit bien ce sorte de monopode, monopied, qui sert un petit peu à rééquilibrer l'arme, à un petit peu la maintenir pendant qu'on fait toutes ces actions qui sont un peu compliquées. Donc ce mousquetaire qui porte en travers lui une bandoulière, où se trouvent les 12 apôtres, qui sont 12 réserves de poudre déjà pesées pour tirer. Donc on voit déjà une limite, on est limité à 12 coups. Et c'est un petit peu on va dire la limite de l'arme, puisque au bout d'un moment, en fonction de la qualité de la poudre, l'arme s'encrasse et devient inutile. Donc voilà, ces 12 coups qui sont utilisés avec parcimonie, qu'il faut savoir bien engager, et suspendu à sa ceinture une petite poire à pulvérin. Et donc voilà ce mousquetaire qui finalement n'a pas d'armure. Là un exemple de véritable bandoulière avec les 12 apôtres qui sont suspendus. Le capuchon est en fait bloqué par les deux lanières, donc on ne peut pas le perdre. Il coulisse au niveau de cette lanière, et en partie basse, certainement une poche à balles et à patch, puisque le canon est lisse, le boulet, une balle en plomb, est ronde, avec un diamètre légèrement inférieur pour pouvoir rentrer dans l'arme. Et alors, ce qu'il n'y a plus sur cette arme, c'est la baguette, qui devait être sertie dans un élément en os ou en ivoire, et qui tenait le long de l'arme. Donc la baguette, très importante,
pour bien un petit peu tasser la poudre, mais surtout pousser la balle bien au fond du canon. Donc là, une gravure qui montre un petit peu toutes les étapes, l'amorçage avec le pulvérin. Alors on voit que lui n'a pas la bandoulière des mousquetaires avec les 12 apôtres, mais une poire à poudre qui est un petit peu plus dangereuse parce que si le système fonctionne mal et qu'on met beaucoup trop de poudre dans son canon, bah, ça risque de le faire exploser. Donc pas très évident, le mieux c'est d'avoir des cartouches. Alors tout ça devait être fait sans mettre l'arme au sol. Donc il faut imaginer que c'était pas évident. Et tout en haut à droite, souffler la mèche, on voit donc cette fameuse mèche à combustion lente qu'il faut tenir en même temps avec l'arme, donc avec un feu vif et visible. Donc si on veut tirer la nuit, bah, on est visible, on peut être repéré facilement. Et surtout à manipuler avec prudence, parce que si on commence à se rapprocher trop près de sa poire à poudre, on peut un petit peu prendre feu, exploser. Bon. Et alors, un des éléments essentiels pour l'arquebusier, c'est de compasser sa mèche, c'est-à-dire de bien la régler avec les doigts, pour être sûr qu'elle descende bien dans le bassinet. Voilà, c'est une opération qui est assez importante. Et là, voilà. Et puis après, l'ouverture du bassinet, quand on est prêt, enjouer, donc mettre en joue, et le tir. Et à ce moment-là, il vaut mieux fermer les yeux, surtout si vous imaginez une ligne d'arquebusier. Donc en fait, le voisin va vous éclabousser ses résidus de poudre. Donc pour éviter d'être, on va dire, hors jeu pendant le combat, il valait mieux fermer les yeux. Donc ces armes qui avaient plus ou moins un système de visée. Ici, on peut voir un système primitif de visée, mais pas une arme, ici, je vais vous montrer la platine, avec une clé pour remonter un ressort et une roue crantée en acier à l'intérieur qui communique avec la lumière. Une arme ici plutôt germanique, de la deuxième moitié du XVIIe siècle, donc, qui est un petit peu typique avec la forme de sa crosse. Et au lieu d'avoir un serpentin, on a un chien, lui, mais qui n'est pas actionné directement par le mécanisme, que l'on rabat manuellement et qui vient se mettre en contact avec la roue. Alors il y avait des systèmes de couvre-bassinet, mais je ne vais pas manipuler trop là. Ici, donc, toujours pareil, on met son pulvérin, le couvre-bassinet, on rabat le chien ici avec de la pyrite de fer, et lorsque on a remonté le ressort, alors il y a des systèmes de détente un peu particuliers, et lorsque l'on appuie sur la queue de détente, cela relâche le ressort qui tourne violemment, et donc là on n'a aucun souci pour faire fonctionner l'arme. Et le pulvérin donc, communique le feu à la chambre. Donc ici une arme assez fine, on voit avec plusieurs crans de mire qui permettent de tirer à plusieurs en fonction de la distance. Un canon qui est rayé aussi, qui est une technique particulière, spécialisée, enfin un petit peu maîtrisée par les Allemands. L'intérêt de rayer les canons, rifle en anglais, c'est que ça permet de donner un effet gyroscopique à la balle et donc un peu plus de précision. Donc c'est très important pour la chasse. Sauf que pour que la balle prenne les rayures et rentre dans le canon, il faut la forcer. Parce que si la balle est de diamètre trop inférieur, finalement tous les gaz vont s'échapper et ça ne va pas pousser la balle. Donc ça veut dire qu'il faut forcer la balle par la bouche du canon, donc ce qui n'est pas forcément très commode en temps de guerre ou pour des soldats. Donc là plutôt une arme de chasse luxueuse avec sa clé. Alors là aussi ça fait partie des objets qu'on perd facilement, surtout sur la champ de bataille. Donc si on n'a plus de clé, ben, ça ne marche plus. On a un système mécanique qui peut faillir. Donc vous imaginez une sorte de système d'horlogerie à l'intérieur avec un très gros ressort moteur qui peut se briser à force d'utiliser. Donc une fiabilité finalement un peu moindre, un coût bien supérieur à l'arquebuse et au mousquet à mèche, mais une arme affectionnée par l'aristocratie. Là on peut voir sur ce tableau qui est déposé au musée de l'armée de Paris, en bas à gauche, un trophée d'armes. Ce sont des armes avec des platines à rouer.
Alors l'intérêt du rouet, c'est que on peut miniaturiser l'arme et avoir une arme de poing, ce qu'on ne peut pas avoir avec l'arquebuse à mèche. Donc, on va passer. On a la chance d'avoir une platine incomplète. On peut regarder en détail pour le fonctionnement. Hop. Donc, ici la platine. Ici la platine qui n'a pas sa pyrite. Donc un très gros ressort qui n'a d'utilité que de maintenir en deux positions. Hop, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu dur. La roue crantée. Voilà. Alors il faut imaginer que les résidus de poudre vont un petit peu se mettre dans tout ça. Donc un entretien assez contraignant. Quoi. Je veux dire, il faut imaginer avec l'humidité, le mécanisme peut vite rouiller si on ne l'entretient pas. Et voilà, derrière le système. Et finalement, ici, le système qui bloque la roue quand elle est remontée avec le ressort moteur ici qui est absent, et la queue de détente qui va tirer cet élément qui est maintenu par un ressort et qui va libérer donc la roue crantée, et en même temps, en fonction des mécanismes, ça peut ouvrir le couvre bassinet. Voilà. Avec ici un petit système qui bloque voilà, le bassinet en position fermée. Donc voilà, gros avantage de la platine à rouet, c'est que ça permet d'avoir des pistolets. Alors généralement, depuis la création du pistolet, ça va par paire. On a toujours une paire de pistolets, plutôt réservés aux cavaliers, aux officiers, aux personnes de marque. Et ici, ce cavalier qui a des fontes qui sont finalement les étuis pour ces pistolets. Alors il faut imaginer qu'une fois qu'on a tiré ces deux coups, bah, c'était un peu fini, quoi. Fallait peut-être se mettre en retrait pour recharger. Enfin voilà, les armes à feu c'est très bien, mais une cadence de tir, enfin voilà. Le problème du rechargement, alors surtout à cheval, les cavaliers pouvaient s'entraîner, mais bon, c'était assez incommode, d'où l'intérêt de toujours avoir une épée, une arme blanche avec soi pour finir le combat et pouvoir se défendre. Maintenant, on va faire un saut dans le temps. On se retrouve à la fin de la période Louis XV avec une très très belle paire de pistolets à silex. Donc le système à silex, lui aussi, donc, qui apparaît plus tard après la mèche et le rouet, mais quand même qui apparaît dès le XVIe siècle et qui est perfectionné par les Français au XVIIe siècle avec la platine française. Donc qui se compose d'une batterie, bassinet couvre bassinet avec le ressort, et du chien. Et par l'action du rabattage brusque du chien actionné par un très fort ressort, le silex qui est pris dans un morceau de cuir ou dans un morceau de plomb va taper violemment contre l'acier du couvre bassinet. Cela va produire des étincelles comme un briquet médiéval, et toujours le même système avec le pulvérin qui communique le feu au canon. Donc ici, des doubles canons. Donc une paire d'armes à double canon, ça permet de tirer 4 fois, quoi. C'est plus intéressant qu'un seul pistolet. Un très beau canon doré, travaillé, canon tordu, donc travail stéphanois. Et une très très belle arme, donc signée d'un armurier de Besançon. Donc un armurier qui devait être attribué à un régiment d'Ancien Régime, donc qui faisait les armes et qui les entretenait. Donc là on peut voir ce travail magnifique. On a une œuvre d'art et c'est un petit peu ça que recherchent les collectionneurs. Donc il est évident qu'une arme comme ça aujourd'hui, on la tire plus, on l'achète, on l'acquiert, on la bichonne et c'est tout. Il n'y a aucun intérêt à tirer ce type d'arme. Si on veut le faire, il existe des reproductions qui sont plus intéressantes. Voilà. Donc on voit comment les garnitures en métal s'intègrent dans le bois, avec un très beau travail de sculpture. La petite baguette. Alors ici, c'est pas pour ouvrir sa bouteille de rouge ou de champagne, hein. C'est pour tirer la balle, parce qu'il arrivait des fois que la mise à feu ne se fasse pas,
et alors on se retrouvait avec une balle qui était bloquée. Donc des fois il fallait l'extirper. Donc là on a deux baguettes différentes. Et l'autre baguette, accessoire, avec un œilleton qui permettait de passer un chiffon pour nettoyer son arme. Puisque voilà, je l'ai dit, la poudre noire laissait beaucoup de résidus, il fallait vraiment nettoyer son arme très fréquemment. Donc la petite baguette qui servait donc à un peu tasser la poudre, le calepin, le boulet avec un autre calepin, donc tout ça tenait bien avec du papier à l'intérieur. Donc voilà, une très très belle arme. Très beau travail du XVIIIe siècle, on voit un petit peu la prouesse des arquebusiers de l'époque. Donc là, un petit détail du système donc, de platine à silex français. À l'intérieur, les éléments qu'on ne voit jamais, puisqu'il faut se dire que le bois est creusé, qu'on a un espace qui est réservé pour tout le système de ressort. Donc elle, la détente, est fixée au bois, elle est fixe. Mais en cas de nettoyage, donc ici, ici on doit avoir juste une vis enlevée, et les deux platines se retirent, donc un système assez ingénieux et assez rapide de démontage, et on se retrouve avec un très gros ressort qui actionne par l'intermédiaire d'une noix, donc le chien qui peut être en différentes positions, donc cran de repos, donc qui permet d'ouvrir le bassinet, de mettre son pulvérin, de le fermer, et après le cran armé qui est le dernier cran, tac. Et à ce moment-là, en appuyant sur la détente, on fait partir le coup. Donc sur ce pistolet-là, on voit là les deux queues de détente qui permet au cavalier, en fonction du doigt qu'il utilise, de tirer un coup et un deuxième à la suite en visant le mieux possible. On voit qu'il y a un système de visée un petit peu archaïque, mais qui peut compter. Voilà, donc une très belle arme qui est vraiment raffinée, une paire de pistolets, et en aparté, voilà l'intérêt de ces régiments, anciens régimes, qui étaient entretenus par généralement un grand seigneur, qui devait acheter les armes de son régiment, payer les uniformes, donc ça coûtait fort cher. On n'avait pas un système centralisé comme aujourd'hui, comme avec l'armée napoléonienne. Donc il faut imaginer des régiments d'infanterie, de cavalerie. Ici, le régiment d'infanterie de la Marche Prince, dirigé par le colonel le marquis de Chamboran, et qui appartient à Louis-François Joseph de Bourbon-Conti, je crois. Donc une origine creusoise pour ce régiment. Et une interlude musicale. Alors, le système à silex nécessite évidemment des silex, mais pas n'importe lesquels. Donc, dans les collections du musée, on a cette intéressante panoplie. Bon, ça ne sert à rien que je la filme, hein, elle est reproduite en photo. Et alors, ce qui est amusant, c'est que voilà, on la reconnaît dans la vitrine. On est en 1910, 1920. Alors bon, ça a un peu bougé quand on regarde dans le détail, on n'a pas exactement les mêmes silex. Et donc il faut se dire que c'est un système assez ingénieux, puisqu'on est un petit peu comme le rouet. On n'a pas besoin d'avoir une mèche qui se consume et qui a le désavantage de pouvoir s'éteindre ou visible la nuit ou de loin. Donc c'est une évolution, une simplicité aussi, qui a son avantage, et qui repose sur le principe... Voilà, qui fait remonter à l'âge du fer, du briquet d'acier. Donc il faut imaginer un petit lingot d'acier que l'on tape contre un silex, ce qui émet des étincelles, et si on a de la madoue, ça permet d'allumer un feu. Et si on a de la poudre noire, et bien, comme c'est une étincelle chaude, à 300 degrés, ça met le feu à la poudre noire. Et ce silex blond du Berry ne vient pas de trop loin de chez nous. Et on avait la chance en France d'avoir cette veine de silex peu profonde, d'une très grande qualité, et que toute l'Europe nous enviait, surtout
exploité dans la commune de Meun, dans la vallée du Cher. Et on a un silex qui est très pyromaque, c'est-à-dire qui génère beaucoup d'étincelles, qui est très constant, voilà, quelles que soient les veines de son exploitation. Donc une ressource aussi très stratégique au niveau du silex. Et on peut imaginer que cette panoplie recueille les silex provenant des armentiels. Donc tout ça, ça a son intérêt. Et aussi monter en panoplie, il y a un petit charme désuet qu'aujourd'hui on redécouvre. Donc voilà un exemple de l'effet. Il faut imaginer que là il n'y a pas de poudre, hein. C'est juste l'action du silex sur l'acier, et c'est le silex plus dur que l'acier qui va enlever des petits bouts microscopiques d'acier, et c'est le carbone contenu dans l'acier qui va se consumer. Donc on a une étincelle chaude voilà, qui va tout de suite allumer ce pulvérin qui est très sensible. Donc voilà, un système très fiable. Alors maintenant on va passer à une autre arme. Essayer de mettre plus de lumière. Donc là on a vu des fusils de chasse, des armes militaires. Et un autre domaine, les petites armes de défense à avoir sur soi pour sortir. C'est aussi un bel objet, hein. On est un petit peu dans le domaine de l'horlogerie, hein. Un objet très fin, avec des gravures que l'on distingue plus trop, puisqu'on a dû avoir une arme qui a été un peu frottée. Et donc là, avec un système qui permet de pallier à ce problème de puissance de feu limitée à un coup par canon, et bien il suffit de multiplier le nombre de canons. Alors ici, avec une arme qui est plus compacte, avec le système de chien intégré dans la carcasse, avec un système dit à coffre ou à l'écossaise, donc de la fin du XVIIIe siècle, tout en acier. Donc on voit que finalement le bois ne vient plus que se rajouter pour l'appréhension, avec une petite crosse arrondie, qui peut servir aussi 2 coups de poing, mais là c'est pas trop renforcé. Donc voilà, on peut distinguer des gravures sur le pontet. Donc le système, donc on voit là, impossible de viser là, hein. C'est vraiment une arme pour se défendre à courte portée. Donc on met le chien en un écran qui ne tient plus trop bien, donc je ne vais pas trop jouer avec, mais voilà, on a ce système. Hop, le chien qui se rabat. Et une fois qu'on a tiré ces 2 coups ici, il suffit de tirer sur le pontet. Alors, est-ce que ça va marcher? Je ne vais pas trop chercher à faire. Bon, imaginons que le système de blocage des canons, j'ai déjà fait, mais là, pas envie de casser l'arme, hein. On évite de manipuler trop. Voilà, le système de blocage des canons tournants se trouve ici. Et hop, on fait pivoter. Comme le pulvérin se trouve bloqué dans la batterie, et ben, il est présent, il n'est pas tombé. Et on peut retirer ces 2 coups. Alors, le canon de droite d'abord et le canon de gauche, puisqu'on a les queues de détente qui sont sur le même axe. Et avec un système de balles forcées. Donc là aussi, je ne peux pas trop le faire, mais il faut imaginer qu'on avait une clé ici. On voit qu'il y a une prise. Et les canons se démontaient. Ils sont vissés. Donc ça permettait de mettre sa charge de poudre et sa balle dans la culasse et de revisser le canon. Et l'intérêt, c'est que la balle a un diamètre sensiblement supérieur ou égal au canon, ce qui fait que vraiment là, toute la pression va être prise dans le canon et va lancer la balle avec plus de force. Et on peut améliorer le système en rayant les canons. Donc là, c'est plus ou moins le cas. Enfin là, c'est peut-être pas des vraies rayures, c'est peut-être plus pour prendre le système de clé, parce qu'il fallait quand même que les canons soient bien fermés. Et donc généralement, les canons étaient numérotés, mais là, c'est pas le cas. Bon, on a une arme un petit peu frottée, mais voilà, qui est assez jolie, assez mignonne. Donc arme de poche, 2 goussets qu'on pouvait mettre dans les basques de son habit, ou dans le gousset de sa veste. Voilà, puisqu'on n'a généralement pas trop de poches. Une petite arme de défense.
Là, une autre paire de petits pistolets, pareil, de défense, qui sont assez mignons, anglais, avec une carcasse et un canon en bronze, type qu'on retrouve plutôt dans la marine, puisque ça a l'avantage de ne pas trop rouiller. Donc on voit l'inscription qui est très, très nette, Londres, et l'armurier Wilson, qui est assez fameux, avec une crosse assez raffinée, incrustée de filigrane d'argent. Le bout de la crosse avec une tête de vieillard en argent avec son poinçon. Donc une arme qui est assez jolie. Elle aussi à balle forcée. Hop. Là il faut imaginer qu'on avait une clé avec le petit tenon qui prenait et on pouvait dévisser et revisser le canon. Donc là je peux vous faire la démonstration. Voilà. Donc un canon qui est lisse. Ici une petite chambre de diamètre inférieur. Donc on pouvait mettre sa poudre. Pas besoin de peser, là on mettait ce qu'il fallait. On revissait tout ça et on mettait dans les poches. Et voilà, une petite paire de pistolets qui est assez jolie. Donc à coffre, très compact. Il n'a pas la platine qui vient sur le bois sur le côté. Donc très compact pour mettre dans les poches. Donc avec un chien voilà, qui est assez travaillé en acier brillant. Donc on a une très jolie arme qui ne permet pas d'avoir une visée précise, mais voilà, c'était vraiment tiré à 5-10 mètres maximum, quoi. Encore un autre petit pistolet à système. Donc là, on est au tout début du 19e siècle. Donc on remarque voilà, que d'avoir plusieurs canons, ça permet de se passer d'avoir une paire de pistolets. Donc voilà, vraiment lui encore plus petit, tout mignon, avec le tampon de la fabrique liégeoise des armes, puisque Liège est une ville armurière très importante. Toujours ce système, alors là on aurait des rayures et ce système de clés voilà, qui permet de démonter les canons, qui eux sont numérotés. Donc là on voit numéro 1, numéro 2. Alors comment ça se passe? Parce que là les canons sont fixes, on a toujours deux chiens, et en fait on a un système de sélecteurs, ici. Alors, attends un peu. Ici vous avez donc le système de bassinet, et une fois qu'on a tiré les deux canons supérieurs, donc avec les deux queues de détente, on a un sélecteur, hop, qu'on ouvre, et pouf, on a une petite charge de pulvérin qu'on a mise au préalable, et la lumière qui communique cette fois-ci avec les deux canons du bas. Donc j'ai le schéma qui va bien pour mieux comprendre. Et l'autre intérêt, c'est d'être un petit peu en sécurité, parce que quand on a ça dans la poche prêt à tirer, c'est jamais très rassurant. Donc on a un cran de sûreté. Le cran de sûreté qui a l'avantage de bloquer les deux couvre-bassinets en position fermée. Et c'est lorsqu'on va armer les chiens, tac tac, que ça va déverrouiller tout le système et on est prêt à tirer. Voilà, par contre, il ne faut pas avoir des trop gros doigts pour tirer. Et toujours une arme joliment gravée avec les motifs de l'époque, époque empire. Donc voilà, une arme assez sympathique, un petit bijou. Et encore un interlude musical. Alors maintenant on va passer sur un fusil un peu iconique, le fusil réglementaire français Silex, notamment de la manufacture de Versailles. Manufacture qui est installée dans l'aile du Midi du château de Versailles, désaffecté après la Révolution. Et là on avait des manufactures en région. Là on a une manufacture proche de Paris, et Napoléon y a fait venir sous l'Empire les plus grands armuriers, les plus grands artistes, notamment Boutet, arquebusier artiste, ce qui a permis de produire les fusils pour la Grande Armée sur le modèle d'un fusil du XVIIIe siècle, le modèle 1777, modifié en neuf. Et ici on a une très belle arme
Alors malgré que la platine ne soit pas inscrite avec des belles lettres, on a vraiment une très très belle qualité mécanique. Avec le modèle 1777, avec les réformes de Griboval, on a des éléments qui sont vraiment calibrés, une recherche de précision très forte et des pièces qui sont interchangeables, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc là, on a vraiment des pièces qui sont réglementaires, qui sont calibrées avec précision. Et là, on voit qu'on est vraiment sur... Oula, ça marche pas. Voilà, donc on est vraiment sur une arme militaire, un peu massive, hein, vraiment résistante. On voit d'ailleurs l'inscription voûtée, avec ici des garnitures en bronze et un système de démontage assez ingénieux, puisque le canon peut se démonter rapidement avec ici une vis, et le reste en fait ce sont des cerclages, des garnitures en bronze avec la capucine, la grenadière et l'embauchoir qui se démontent au moyen de ressorts très rapidement. Après, le soldat n'est pas habilité à faire ça, mais ça le permet. Une baguette en acier, très résistante, voilà. Toujours un chargement par la bouche, mais un petit peu les derniers feux et l'apogée du système à silex, avec ici un chien qui est quand même très épais et un renfort au niveau du collet, puisque ici c'était la partie un peu fragile de l'arme. Donc il faut imaginer aussi que le fusil se transformait en pique grâce à la baïonnette, généralisée au XVIIIe siècle. Donc à l'aide d'un système de tenons et de douilles, donc vous pouvez venir fixer la baïonnette qui permettait de tirer en même temps, ce qui n'était pas le cas avec les toutes premières baïonnettes qui sont de simples poignards enchâssés dans la bouche du canon. Donc une fois qu'on avait tiré ces cartouches, pouf, baïonnette au canon, on mettait un poignard, ça ne tenait pas forcément très bien. Ici, un système de douille, un petit peu comme les ampoules, ça marche très très bien. Et un profil un peu cruciforme qui fait, à mon avis, pas du bien quand on l'a dans le corps. Beaucoup de dégâts, donc voilà. Ça commence avec les fusils, les armes à feu, et puis ça finit souvent à l'arme blanche à cette époque-là. Donc le système de cartouches, avec la giberne qui portait ces cartouches, les cartouches papier. Alors il faut savoir, si on n'avait pas de dents, eh ben, on ne pouvait pas être soldat. Parce qu'il fallait avoir des dents pour déchirer la cartouche, sinon on ne servait pas à grand chose en tant que soldat de l'infanterie. Donc ces cartouches étaient faites à l'avance avec du papier. Alors on a des récits comme quoi les bibliothèques, les saisies révolutionnaires utilisaient les manuscrits, les ouvrages enluminés pour faire ces cartouches papier, grande nécessité de matières premières un petit peu en urgence. Et notamment le plomb qui était utilisé, récupéré un peu partout, et notamment les couvertures en plomb sur les édifices religieux. Avant, le plomb était très utilisé comme couverture, puisque le zinc n'existait pas, notamment sur les cathédrales, et on a des récits donc, de pillage de couvertures qui abîmaient fortement les bâtiments, mais voilà, qui permettaient d'alimenter l'effort de guerre. Donc ces cartouches papier qui étaient dosées avec la bonne dose de poudre, pour le fusil réglementaire, on allait entre 10 et 15 grammes de poudre. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Hein. Un boulet de 16,5 mm de diamètre, donc toujours un boulet rond, un canon lisse, et le papier qui était utilisé comme bourre, donc rien n'était perdu. Mais au bout d'une trentaine de tirs, déjà on n'avait plus trop de cartouches, et le fusil, il fallait le nettoyer, donc on finissait toujours à la baïonnette. Et voilà, une fiabilité relative de l'arme à cause de cette poudre noire. Et maintenant, voilà, en lien avec cette thématique, petite interview. Et alors maintenant, un autre exemple, alors j'ai plus de retour caméra, on va se passer. Encore une paire de pistolets, donc on voit qu'ils sont un peu massifs, donc plutôt pistolets type de guerre.
ils sont vraiment, par rapport à leur forme, dans les années milieu de l'Empire, 1810. Mais la platine, elle, étonnamment, n'est pas du tout à silex français. C'est une platine à silex, mais à mi-clé. C'est un système espagnol qui a précédé la platine à silex français, qui est toujours utilisé en Espagne, donc qui a connu son siècle d'or au XVIIe siècle, mais qui est un peu resté au XVIIIe siècle, ils sont un peu restés un peu sur leurs acquis. Donc, on le voit aussi avec leurs arts décoratifs, les carrosses, donc vraiment un petit peu daté. Donc la différence avec la platine à silex français, c'est que la plupart les ressorts sont à l'extérieur. Donc c'est un avantage pour l'entretien, mais c'est aussi un désavantage par rapport à cette mise en exposition de pièces mécaniques fragiles. Et surtout, au lieu d'avoir le système de noix qui bloquait fermement le chien, ici on a un système de petits taquets et finalement qui se rentre en dedans quand on appuie sur la queue de détente, un petit peu comme le système qu'on avait avec la platine à rouet, qui quand on appuie sur la queue de détente faisait enlever un arrêtoir. Donc ici on voit l'intérieur et le ressort très plat, hop, qui fait un petit détour pour libérer la vis, pour tenir la platine sur la crosse, et qui maintient ici. Et alors hop, si je voilà, ça se passe ici et c'est visible. Il y a un petit pied qui vient se bloquer, toujours avec nos deux positions, et on voit le côté un peu plus carré et archaïque des gravures qu'on pouvait voir sur les armes à rouet, les belles armes du fin 16e, 17e siècle. Donc voilà, un système un petit peu archaïque, mais avec une forme des années 1810 par rapport au bois. Pareil pour le canon, il est un petit peu daté parce qu'on a un tonnerre à pan et après un canon lisse. Donc tout ça, on n'est plus du tout à la mode en France ou en Angleterre. Donc voilà, une production certainement hispanique. Et là, grosse évolution, puisqu'on avait le silex très fiable, perfectionné jusque dans les guerres d'Empire. Et dans les années 1820, un nouveau système de mise à feu fait son apparition, le système à percussion. Donc là, une petite paire de pistolets civils, donc on voit qu'ils sont plus petits, avec un beau bois en ronce de noyer, je pense. Et encore une production liégeoise, puisqu'on peut voir le tampon ELG de la fabrique de Liège. Donc voilà, par rapport à nos pistolets fin Louis XV, on est sur quelque chose de quand même moins riche, d'un petit peu plus plat, mais ça correspond aussi à la mode du temps. Alors l'intérêt de cette arme, c'est qu'elle a conservé son bronzage, qui est finalement la finition qui est appliquée sur le métal, qui, comme sur une patine de bronze, protège le métal et lui donne son décor. Mais ce bronzage est quand même souvent très fragile, et quand on a des collectionneurs un peu frotteurs, voilà, souvent ça disparaît, ou alors des gens qui veulent bien faire pour nettoyer le métal, ils frottent tout ça malencontreusement et on fait disparaître ce bronzage. Ici, il y a un petit effet jaspé. Alors ça se refait, mais c'est quand même jamais aussi bien que l'arme d'origine. Il faut vraiment qu'elle soit conservée dans de bonnes conditions aussi pour garder cette finition. Alors une arme un petit peu luxueuse, puisqu'on a un canon en damas. Donc c'est cette technique qui vient d'Orient, qui consiste à mélanger deux types d'acier, plus ou moins carbonés, et qui donne à la fois un décor, mais aussi une résistance supplémentaire au canon, qui en a besoin, puisque le gros danger des canons, c'est d'exploser. Et là, on voit un petit peu la technique qui est utilisée, en fait, maîtrisée aussi à Liège. C'est des baguettes d'acier, donc on mélange les types d'acier, et on retravaille le métal. Et pour faire le canon, donc finalement, on fait un ruban, c'est la technique pour faire le canon, et c'est la partie la plus sensible et la plus coûteuse qui peut démultiplier le prix d'une arme en fonction du canon qui est appliqué. Souvent, on a des armes qui étaient un peu des commandes sur mesure au XVIIIe, au XIXe siècle, donc en fonction de ses moyens, on mettait plus ou moins d'argent dans le canon, et après, on avait la platine et le bois.
Donc il faut bien imaginer qu'on avait des armes souvent sur mesure, en fonction de ses moyens. Et ce dama permettait d'avoir différentes qualités d'aspect, plus ou moins en fonction de son goût. Là, ici, on a plutôt un ruban, un effet en ruban, un dama en ruban. Et l'intérêt aussi, c'est qu'en cas d'explosion, on a moins une explosion violente et des particules de métal qui vous explosent à la tête, mais on a une ouverture du métal, voilà, qui se fait comme un sandwich, donc c'est un peu plus sûr. Donc le système à percussion, on garde notre platine, voilà, il n'y a plus de ressort à l'extérieur, donc c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus simple, beaucoup plus fiable. Et on a un chien percuteur, donc voilà, toujours avec ces deux positions, une petite cheminée, et on vient y poser une capsule. Alors au 19e siècle, c'était du fulminate de mercure, qu'on vient de découvrir grâce au progrès de la chimie, qui était une matière hautement détonante et un petit peu instable, et il y a plein de récits de professeurs ou de fabricants de fulminate qui meurent, ou qui perdent des yeux ou des mains, parce que c'était assez dangereux. Mais utilisé en fines lamelles dans une coupelle en cuivre, ça ne représentait pas beaucoup de danger. Ça permettait de mettre aussi une couche de vernis, et notre capsule était finalement peu sensible à l'humidité, ce qui était un peu les difficultés des armes à la guerre ou des armes à la poudre noire, cette humidité qui mouillait la poudre et qui rendait du coup inutile l'arme. Et donc là, vraiment, une évolution grâce aux découvertes de la chimie et l'utilisation de ces amorces à percussion qui vont être très utilisées tout au long du 19e siècle. Donc, c'est l'action du chien qui tape violemment sur la capsule, qui va créer une première détonation. Et là, du coup, on a une mise à feu qui est un peu plus interne, mais pas tout à fait non plus. Donc on pouvait avoir quand même des petits éclats, des petits jets de gaz qui pouvaient passer à travers la cheminée au moment de taper sur la capsule. Et donc on avait des petits systèmes qui permettaient de faire aller tout ça vers l'extérieur et pas dans le visage du tireur. Et donc là, un coffret de pistolets. Alors, comme je vous le disais, les pistolets vont par paire. Et c'est encore mieux quand on a un petit coffret avec tous les accessoires. Donc voilà, alors ça, on est presque dans de la bijouterie. Donc souvent on a des coffrets très précieux avec des armes qui n'ont jamais tiré, parce qu'on est quasiment sur un bijou masculin. Et il faut se dire que c'est pas parce qu'on a un coffret de pistolet qu'on est sur des armes de duel. C'est pas systématique. Donc je vais essayer d'accélérer la cadence. Donc une petite poivrière, notamment grâce à sa ressemblance, donc qui est une arme à percussion. Donc on voit les cheminées ici, là une petite encoche pour mettre nos capsules de fulminate. Et les premières poivrières, donc dans les années 1820-1830, se tournaient manuellement. Donc voilà, on imagine une vraie poivrière. Et là, on a un système à double action de Mariette, donc armurier, qui dépose un brevet. Et le chien percuteur est sur le dessous de là. Et on a une détente avec un anneau. Et donc là, c'est bloqué. Mais si j'actionne, on a une double action. Donc ça va à la fois tourner le canon et le marteau va se rabattre pour tirer le coup. Et là, on a 5 coups, pareil, à balle forcée avec des canons en dama étoile. Donc pareil, il faut une petite clé pour ouvrir l'arme. Donc là, on a un vrai système de répétition et qui est en même temps que l'apparition des revolvers, mais qui permet d'avoir des armes moins chères qu'un revolver. Et le début de l'industrie armurière qui, grâce aux machines-outils, permet de faire des armes de plus en plus précises mécaniquement. Alors que là, on a un système miniature de pistolet à percussion à un coup, une petite paire, donc pareil, goussé, avec une logette pour mettre sa balle. Hop. Et un système très simple et ingénieux, avec la queue de détente qui se rétracte. Donc ça permet d'avoir une arme vraiment compacte. Donc quand on tire le chien, et quand on le rabat, paf, on tire le coup, et c'est parti. Donc pareil, là c'est une production liégeoise, avec un canon qui se démonte, des petites rayures cheveux d'ange.
Donc une arme simple, mais qui est quand même son efficacité, qui jusqu'en 1900, donc là on a une arme 1850, donc jusqu'en 1900, elle se vendait, elle est au catalogue Manu France. Donc là on voit que c'est la deuxième ligne, pistolet à simple piston, donc c'est à percussion, crançon noyé, détente, cachée, donc 4 francs. Donc ce qui est quand même abordable pour le bourgeois. Mais c'est, voilà, parmi toutes les armes qui étaient vendues, c'est quand même une arme peu chère. Et une évolution donc, de la poivrière avec le système à broche qui succède à la percussion avec les premières cartouches métalliques. Donc là on a une arme toute en bronze avec le système à cartouche à broche Le Faucheux, donc une invention française. Et donc c'est une petite cartouche dont on voit la broche. Donc en fait l'amorce qu'on avait à l'extérieur, elle rentre dans la cartouche et au lieu d'avoir la cheminée, on a cette petite broche. Donc on garde un peu le même système de chien extérieur, tac. Donc on voit vraiment qu'il y a une évolution un petit peu darwinienne. Donc voilà, première cartouche métallique qui a vraiment son avantage, notamment ça permet de conserver des munitions sans craindre l'humidité. Et aussi l'apparition ici, on voit des ogives cylindro-coniques ou cylindro-ogivales. Donc on passe du boulet, de la balle, à l'ogive. Donc ça aussi c'est une grosse évolution balistique, notamment grâce au canon rayé. Donc là on commence à charger l'arme par la culasse. Ici une petite portière permet de mettre les petites broches. Donc là on est sur une poivrière. Mais il faut se dire qu'on a beaucoup de revolvers Le Faucheux à petit calibre qui étaient vendus en grande quantité à la fin du 19e siècle et qu'on trouve un petit peu partout en vente, qui n'ont pas beaucoup de valeur. Et Le Faucheux, grand inventeur français, qui a inventé aussi le système de fusil de chasse chargement par la culasse à broche, donc, qui a été utilisé jusqu'au début du XXe siècle. Donc grosse révolution, le chargement par la culasse. Et avec le fameux revolver Le Faucheux, qui était en avance sur son temps au moment de la guerre civile américaine et qui s'est exporté massivement aux États-Unis. Donc là, on retrouve dans une vitrine dans un musée américain, parmi toutes les armes américaines, voilà, une arme française, revolver Le Faucheux, modèle 1854 d'ordonnance. Donc grosse évolution sous le Second Empire. Et maintenant, un peu de musique. Alors, plus que 3 armes. Hop. Le fameux fusil chasse-peau, donc inventé sous le Second Empire, utilisé dans la guerre franco-prussienne contre le fusil Dress, le fusil allemand Dress, qui est lui aussi un fusil à aiguille. Donc là, un fusil à verrou. Voilà. Donc voilà, le percuteur dit aiguille qui se trouve à cet endroit-là, avec un piston en cuir pour créer l'étanchéité dans la chambre, une arme en acier très bien construite et très simple. Donc l'intérêt d'avoir une arme simple et efficace, le système à verrou qui est aujourd'hui toujours utilisé. Sauf que ici, on a des cartouches en papier, ce qui est un petit peu le point faible, et toujours cette poudre noire qui n'est pas si efficace que ça. Donc en bas, on voit les cartouches en papier. Donc le canon est rayé pour le coup, donc on a vraiment une très grande portée, une portée supérieure au fusil allemand, mais ça n'est pas suffisant pour gagner la guerre puisque les troupes allemandes sont 2 fois plus nombreuses et ont surtout beaucoup plus de canons, de pièces d'artillerie très performantes. Donc ça n'a pas suffi à gagner la guerre, donc là on voit les troupes, donc une nouvelle manière de faire la guerre, plus par escarmouche plutôt que par ligne avec la guerre napoléonienne. Donc on est toujours aussi très coloré, ce qui est bien pour servir de cible. Et donc les cartouches papier, avec toujours l'amorce en fulminate de mercure, qui se trouve au culot, alors que dans le fusil Dress, elle est au niveau de la balle. Et il ne faut pas la fumer celle-là. Et alors, l'inconvénient, c'est qu'on pouvait avoir le fusil, la chambre, qui s'encrassait très vite. Mais comme on a une très bonne arme, voilà, le fameux épisode de la dernière cartouche, les troupes françaises qui ont combattu vaillamment, mais voilà, Napoléon III qui a perdu
à la défaite de Sedan, toute l'armée française qui est encerclée, faite prisonnière, et ces fameuses cartouches. Alors, on les voit ici, là, les petits paquets de balles, donc toujours cartouches papier, mais on voit cette évolution grâce à la Morse et grâce à l'ogive en plomb de calibre 11 mm. Et toutes ces recherches au milieu du XIXe siècle, révolution industrielle, et donc des recherches scientifiques en balistique, et on se rend compte que la balle ronde, c'est pas terrible, et qu'il vaut mieux une balle cylindro-conique ou ogivale avec des gorges. Et la balle Minier qui a fait beaucoup de dégâts dans la guerre civile américaine, parce qu'elle avait l'inconvénient de blesser gravement en laissant plein de bouts de plomb dans le corps, donc il fallait souvent amputer. Et les Américains connaissent très bien ce nom de balle Minier, que nous on ne connaît plus, on a oublié. Mais voilà, une invention où on commence à avoir des armes à feu et une guerre industrielle qui fait beaucoup de dégâts au niveau des soldats. Et la possibilité de convertir cette arme en 1874 en modèle 80 donc pour des cartouches métalliques à percussion centrale. Donc voilà, au lieu de jeter ces armes qui sont de très bonne facture, on a eu l'opportunité de les convertir, de les modifier pour les cartouches métalliques qui sont toujours à poudre noire. Oups. Et en 1900, on trouve toujours le fusil chasse-peau, donc 5 francs, c'est vraiment pas cher. C'est voilà, à l'époque, on pouvait acheter par correspondance un fusil chasse-peau, sa conversion en fusil gras, 15 francs, et le fusil Lebel, lui, 100 francs, donc on voit un peu la différence. Fusil Lebel qui utilise la nouvelle poudre sans fumée, beaucoup plus efficace. Donc le fusil Lebel, c'est le fusil de la Première Guerre mondiale. Et tout ça pour faire la transition donc, avec les armes américaines. Car en effet, même si Napoléon III est fait prisonnier, le Second Empire est défait, il se trouve que la République est proclamée le 4 septembre 1870 et que la guerre continue, mais de façon républicaine, et que dans l'urgence, ce gouvernement commande des milliers d'armes à l'Angleterre et surtout aux États-Unis, qui a un gros stock, puisque au sortir de la guerre civile américaine, il y a énormément de stocks d'armes, et notamment la carabine Spencer, sous forme ici de mousqueton, donc une arme plus courte, à canon rayé, chargement par la culasse, et une arme à levier sous garde. Et à répétition, l'intérêt ici, c'est qu'on a un tube chargeur avec des cartouches métalliques, mais à percussion annulaire, et qu'elles viennent se chambrer grâce à ce levier, qui possède un bloc culasse, qui vient se mettre en position. Par contre, on a toujours ce bon vieux chien à deux crans. Et donc une percussion qui se fait avec une touche annulaire. Hop. Donc là, on a un petit peu la coupe de l'arme. Donc voilà, contrairement à la carabine Winchester où on a un tube magasin sous le canon, là il se trouve dans la crosse. Et finalement, si on regarde un peu l'histoire des armes à feu au XVIIIe siècle, il y a déjà des systèmes à répétition à silex avec des pistolets italiens et un barillet dont l'axe est perpendiculaire à celui qu'on connaît des revolvers. Et on avait déjà les boulets qui se chargeaient dans la crosse. Mais là, on arrive sur quelque chose d'industriel et qui peut se faire avec une arme quand même assez fiable. Donc ici, un écorché du système mécanique. Donc ces cartouches métalliques à percussion annulaire. Donc là, au lieu d'avoir une amorce, on a, on va dire, le fulminate qui est distribué dans le bourrelet à la base de la cartouche métallique. Et c'est quand le chien ou le système de percussion vient taper sur n'importe quel bord de cette cartouche que ça met le feu à la poudre noire et encore cette fameuse ogive. Donc voilà, le gouvernement de défense nationale qui, grâce à un emprunt à la banque Morgan de 250 millions en Angleterre, importe des milliers d'armes qui n'ont pas d'impact concret sur l'issue de la guerre, mais qui permet un peu de légitimer cette prise de pouvoir républicaine et d'enterrer le Second Empire. Et donc on a des
des corps de mobiles ou de francs-tireurs qui se créent à la hâte. Et finalement, on a un petit peu ce... J'ai trouvé, voilà, Carabine Spencer, ici sur la photo. Donc ici avec un Français et un Américain pendant la guerre de sécession. Donc c'est une arme de la fin de la guerre de sécession. Avec un gros revolver, un gros Colt. Donc voilà, on retrouve ce type de pose de soldats un petit peu... comment dire, un petit peu... pas forcément très propre et dans la tradition militaire occidentale. Donc ici, on n'a pas sur cet Américain, lui, il n'a pas une carabine Spencer, il a une carabine Sharp. Donc à cartouche papier. Et donc cette carabine Spencer qui est un peu une arme iconique des États-Unis, de la guerre civile américaine, du Far West. On la retrouve un petit peu partout, ici avec cette femme qui pose en mode indien, et ici un vrai indien qui a le mousqueton Spencer. Et il y a une vitrine dédiée aux armes américaines les armes de la défense nationale, du gouvernement de la défense nationale, donc avec ses importations, avec les carabines Winchester. On a un revolver Lema, fabriqué à la Nouvelle-Orléans, mais invention française, les revolvers Colt. Donc c'est un peu le Far West en 1070, et ça s'est confirmé avec la Commune. Et ici, un uniforme de franc-tireur, donc ces corps francs qui ne sont pas des militaires et qui font un petit peu le coup de poing et qui se font souvent les populations civiles se font massacrer en représailles. Et alors la dernière arme, le fusil Remington Rolling Block, qui est un petit peu une alternative au fusil à verrou, très simple et efficace. Là, ici, en 1066, on a une arme qui a l'avantage d'avoir des cartouches métalliques et à percussion centrale, avec un système très simple et fiable. On a voilà, les deux blocs qui pivotent sur un axe. Donc, on n'a pas de système de répétition comme avec la carabine Spencer. Là, il faut introduire une à une les cartouches, mais pourquoi pas, avec un petit éjecteur. Donc, quand on ferme la chambre, on est prêt à tirer. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un système qui est très simple, très fiable, et voilà, qui permet de généraliser les cartouches métalliques. Avec ici le gouvernement de défense nationale qui rachète des stocks de rolling block qui étaient destinés à l'Égypte mais qui n'a pas payé ses fusils, donc on les a récupérés. Avec un calibre adapté, donc le 43 égyptien. Donc là ici on voit que le cartouche métallique a collet rétreint, donc ça permet d'avoir une ogive de diamètre inférieur avec le diamètre de la base de la cartouche. Ça aussi, c'est une évolution assez notable. Et du coup, c'est une arme aussi du Far West qu'on retrouve avec le général Custer, connu pour ses hauts faits dans la guerre civile et aussi les guerres indiennes et la manière dont il est mort à Little Big Horn contre les Indiens. Il a voulu assaillir en sous-nom. Buffalo Bill, avec aussi pareil, fusil Rolling Block. Donc c'est vraiment l'arme du Far West. Hein. Et voilà, les Américains qui les ont vendus aux Mexicains en 1910, les guerres mexicaines. Donc voilà, un fusil qui s'est diffusé largement. Et voilà, la dernière musique. Alors l'aventure de la poudre noire se termine à la fin du 19e siècle. En 1880, c'est encore une invention française, la poudre pyroxylée, la poudre sans fumée, à base de nitrocellulose, de nitroglycérine. Donc va remplacer progressivement la poudre noire pour... voilà, ça va devenir une poudre inefficace, inutile. Et qui a accompagné l'histoire de la France, de l'Occident, durant toute son existence. Et j'espère que cette conférence vous aura intéressé et que vous avez été charmé par ces interprétations de ces morceaux choisis. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette soirée. Je profite pour présenter un peu à rebours M. Villago, qui est le conservateur régional des monuments historiques adjoint pour la Nouvelle-Aquitaine, sur le site de Limoges,
qui est donc historien de l'art, spécialiste du patrimoine industriel et des techniques, et qui du coup vous a présenté ce soir ces objets passionnants. J'espère que vous êtes maintenant persuadés qu'ils ne sont pas dangereux. Si, c'est dangereux, mais ils sont intéressants. Voilà, en tout cas, ils sont très intéressants, ce sont de très beaux objets, passionnants pour justement l'histoire des techniques. Et donc, voilà, j'espère qu'effectivement vous avez tous été charmés. Puis, répandez le mot autour de vous. La prochaine conférence aura lieu le 6 mars. Et donc, elle se déroulera en partenariat avec le FRAC Limousin et aura lieu à la salle Chêne. Très bonne soirée.